Au cours des séances précédentes, nous avons examiné un type de forme urbaine et architecturale que nous avons subsumé sous le nom de parc humain. Cette formule est tirée de certains textes de Sloterdijk que nous avons exposés puis déconstruits dans le détail. C'est surtout le rapport de Sloterdijk à l'histoire, à l'historicité, qui nous posait problème. Le titre de notre séminaire est donc à considérer non seulement comme provisoire, il y a aussi une nuance de critique dans la manière dont nous employons l'expression. Alors, pour rappel, nous avons appelé parc humain toute une série d'espaces de sécession au sein desquels certaines classes sociales s'enferment volontairement, se coupent du monde extérieur physiquement et imaginairement. On a ainsi parlé de résidences fermées, de quartiers privés, de resorts touristiques, de parcs à thème et de méga-projets urbains comme The Line en Arabie Saoudite. Nous avons aussi montré quelles étaient les connexions et les différences entre ce type d'espace et les mondes clos récemment explorés par Lydia Kallipoliti dans un livre intitulé The Architecture of Closed Worlds or What is the Power of Shit. Au cours des dernières décennies, à mesure que les inégalités sociales et les problèmes environnementaux se sont accrus sur l'ensemble de la planète, les parcs humains se sont démultipliés à un niveau inégalé, et ce dans le monde entier. Au cours des premières séances du séminaire, nous avons essayé de construire une généalogie possible d'une telle fièvre d'enclavement du point de vue idéologique et technique. Alors pour reconstituer cette histoire complexe, il nous a semblé nécessaire de nous focaliser sur certaines mutations urbaines advenues au XIXe siècle. En effet, comme on l'a noté, l'auto-enclavement prend un tournant majeur au cours du XIXe siècle, dans la mesure où, par rapport aux époques précédentes, les manières d'habiter subissent alors une véritable révolution. Nous avons essayé de montrer que la transformation de l'intérieur bourgeois en habitacle insularisé est un épisode fondamental de l'histoire de l'émergence des parcs humains. En effet, c'est à cette époque que le rêve, devenu bourgeois, d'un intérieur propre et sans odeur, séparé de la crasse de la rue et du peuple, commence véritablement à s'architectoniser. Comme on l'a vu, on retrouve dans l'intérieur insularisé du XIXe siècle la même attention à l'élimination mécanisée du déchet, la même volonté d'expulser de l'habitat tout élément social ou naturel jugé hostile ou déplaisant qui caractérise les parcs humains plus récents. En somme, les parcs humains semblent étendre et amplifier la configuration écologique si particulière qui s'invente il y a bientôt 2 siècles avec l'intérieur bourgeois. Autrement dit, tout se passe comme si l'intérieur bourgeois avait eu la force de s'extérioriser, de devenir scalable, comme le dirait Anna Tsing, et donc de se faire tout d'abord ville-jardin, puis New Town, centre commercial, resort touristique, quartier sécurisé, parc à thème, et ainsi de suite. Au cours de la dernière séance, nous avons émis l'hypothèse selon laquelle ce serait aussi l'enchevêtrement, la superposition de plusieurs variations sur l'intérieur bourgeois qui relie ce mode d'habiter du XIXe siècle aux parcs humains tels qu'ils existent aujourd'hui. Ces variations sur l'intérieur bourgeois, rappelons-le, étaient premièrement le phalanstère, deuxièmement l'exposition universelle et en particulier le Crystal Palace, et enfin troisièmement les premiers parcs à thème créés à Coney Island en bordure de New York au début du XXe siècle. Nous ne reviendrons pas ici en détail sur ces réflexions que nous comptons bien approfondir dans le livre sur lequel nous sommes en train de travailler. En fait, au fil de nos recherches pour ce séminaire, nous nous sommes rendus compte que ce qui nous intéressait, c'était finalement moins les parcs humains en tant que tels que la logique de sécession dont ils témoignent. Et il nous semble qu'aujourd'hui, à l'ère digitale, cette logique de sécession n'est plus seulement urbaine et architecturale. Elle se poursuit et s'intensifie dans et par le biais des mondes numériques.
C'est une telle idée que nous voudrions explorer, quoique très brièvement désormais. Et ce sera sur ces notes que nous terminerons notre réflexion, car vendredi prochain, nous donnerons directement la parole à Yves Citon et à l'artiste Marielle Chabal, qui concluront donc ce séminaire. Alors, quelque part dans une ville globale, quelqu'un est installé confortablement sur un canapé et joue à un jeu vidéo, un casque de réalité virtuelle posé sur les yeux et les oreilles. Depuis plusieurs heures, cet homme ou cette femme vit ailleurs, détaché de son environnement immédiat, immergé dans un monde de rêve où tout est possible, du moins dans le cadre des règles du jeu. Le canapé sur lequel ce corps spasmodique est assis se situe au centre d'un appartement de luxe qui est lui-même imbriqué au sein d'un complexe résidentiel sécurisé bâti dans un quartier privé. Cet hypothétique joueur ou joueuse, pris dans un enchevêtrement de sécession écologique qui rappelle la conformation des poupées russes, se situe à l'aboutissement d'un processus qui n'a cessé de s'accélérer depuis au moins un siècle et demi. Lorsque Gilles Deleuze note dans son article sur les sociétés de contrôle que, je cite, « l'homme n'est plus l'homme enfermé, mais l'homme endetté », nous ne pouvons être qu'en désaccord avec la première partie de sa phrase, « l'homme n'est plus l'homme enfermé ». Et ce, d'autant plus que Deleuze semble ici évoquer la condition humaine à la fin du XXe siècle. Lorsqu'on s'intéresse aux écologies de la sécession, aux écologies de sécession, l'idée souvent ressassée d'une rupture entre les sociétés disciplinaires et les sociétés de contrôle semble peu convaincante. Il nous semble qu'il y a non seulement continuité, mais également intensification de l'enfermement. Celui-ci pourrait d'ailleurs être interprété comme la conséquence d'un processus d'atomisation en sphère privée du dispositif sécuritaire et de contrôle. On va y revenir. On voit bien en effet le lien qui existe entre notre hypothétique joueur et le personnage de Des du roman de Huysmans, donc du roman écrit à la fin du XIXe siècle de Huysmans. Le poème Anywhere Out of the World, qui trône sur la cheminée du XIXe siècle, est aujourd'hui remplacé par un écran qui, lui aussi, réouvre au monde à partir d'une fermeture. En jouant quelque peu sur les mots, on pourrait en ce sens renverser la célèbre thèse d'Alexandre Coiré, selon laquelle, avec la modernité, l'homme occidental serait passé du monde clos à l'univers infini. Au contraire, depuis la fin du XIXe siècle, avec l'émergence de l'intérieur bourgeois et de ses multiples variations, progrès en est venu à rimer avec clôture. De plus en plus, nous nous enfonçons dans des mondes clos, séparés de notre environnement immédiat. Et paradoxalement, l'idéologie de l'hyperconnexion, brandie en nouvel idéal humain depuis 2 décennies, ne fait que poursuivre et amplifier la déconnexion de plus en plus radicale de ce même environnement. En un mot, les parcs humains et les mondes numériques, l'intérieur bourgeois du XIXe siècle et le métavers de Mark Zuckerberg relèvent d'une même logique, une logique de sécession qui aujourd'hui touche au corps lui-même en nous séparant de lui. Et l'imaginaire transhumaniste qui envisage de télécharger nos cerveaux sur le cloud pour vivre éternellement est le point d'orgue d'une telle logique. Et d'ailleurs, le fait que le logo de Meta, l'entreprise de Zuckerberg, soit le signe de l'infini, indique sans doute qu'un tel imaginaire ne lui est pas tout à fait étranger. Notons d'ailleurs que dans Neuromancien, l'un des premiers romans à parler de cyberespace, en 1984, William Gibson imaginait déjà l'élite du monde numérique, affichant, je cite, « un mépris désinvolte pour la chair. Pour eux, le corps n'était que de la viande ». Si les théoriciens des médias ont souvent employé le terme de prothèse pour décrire les dispositifs techniques, il serait peut-être plus juste aujourd'hui, me semble-t-il, de parler d'amputation. Les relations sociales numériques, autrement dit, nous amputent de notre corps, et ce, avec des conséquences incalculables sur le plan politique, comme l'a montré entre autres Evgeny Morozov dans certains textes, comme par exemple « To save everything, click here ».
Les bulles numériques qui nous suivent dans nos déplacements quotidiens, que ce soit par le biais de nos dispositifs mobiles ou de nos voitures bourrées d'électronique, nous affranchissent de certaines contraintes spatio-temporelles en nous mettant en communication avec le distant, avec l'absent. Un tel affranchissement coïncide donc avec une dislocation et une dyschronisation par rapport à notre environnement immédiat et à notre corps même. Mais outre cet isomorphisme frappant entre les sécessions numériques et les sécessions urbaines, on peut également relever le processus similaire d'invisibilisation qui est à l'œuvre dans les deux cas. Tout comme l'émergence de l'intérieur bourgeois impliquait un processus d'invisibilisation des réseaux électriques, aquatiques et résiduels, les mondes numériques reposent, comme l'a montré entre autres Yves Citon dans un article intitulé « Notre inconscient numérique », les mondes numériques reposent sur l'invisibilisation de la matérialité même des réseaux, avec ses câbles, ses antennes, ses data centers, dont les extensions, qui se sont propagées de façon capillaire sur la planète, pénètrent dans nos maisons et nous suivent dans tous nos déplacements. Précisons que la trajectoire idéologique que nous mettons ici au jour, de l'intérieur bourgeois jusqu'au monde numérique, ne doit en aucun cas se comprendre comme une succession d'innovations qui se remplacent l'une l'autre. Au contraire, il convient d'être attentif au fait qu'au fil du temps, la logique de sécession se pluralise et se superpose, ou s'imbrique dans une sorte de feuilletage qui se densifie de plus en plus à mesure que l'on se rapproche de l'époque actuelle. Notons d'ailleurs qu'il ne s'agit pas là seulement d'une question technologique. Même dans la sphère du droit, des modifications récentes ont conduit certains théoriciens à s'inquiéter, notamment aux États-Unis, d'une redéfinition progressive de la citoyenneté sur le modèle du SUV. Dans l'espace public, chaque citoyen tendrait ainsi à être conçu comme une bulle privée dont les contours, environ 2 mètres, ne pourraient être outrepassés impunément. Par ailleurs, le degré d'intensité de la sécession est aussi et surtout fonction de la classe sociale. Si nous vivons aujourd'hui pour la plupart d'entre nous dans des intérieurs insularisés, au point de ne plus apercevoir la logique de sécession qu'ils impliquent, vivre dans les espaces d'exception que sont les parcs humains relève à l'inverse d'un privilège de classe. Et c'est en ce sens que Mike Davis disait « les riches s'enferment ». En bref, le joueur hypothétique dont je parlais au début est pris dans une multiplicité de sécessions imbriquées qui se renforcent l'une l'autre. Sécession environnementale, du fait de son intérieur insularisé, sécession sociale, du fait de son habitat ultra sécurisé, et sécession somatique, du fait de l'existence qu'il mène dans la réalité virtuelle. Après 2 séances consacrées à la question des mondes clos urbains, c'est donc au monde clos numérique que nous voudrions nous intéresser aujourd'hui. Et je donne la parole à Ezio pour terminer cette petite introduction. Merci Julien. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder la question des mondes numériques en tant qu'espace insularisant, capable de couper leurs usagers de leur environnement immédiat. La voie la plus évidente est certainement celle qui nous conduit à considérer les jeux vidéo, et en particulier les open world games, où le joueur peut traverser librement l'espace clos sans se borner à accomplir certaines tâches ou à suivre la trajectoire diégétique principale du jeu. Mais malgré leur nom, ces jeux vidéo sont évidemment des closed world games, puisque en dépit de l'ampleur de leur géographie virtuelle, où l'on peut parfois se perdre aussi, et il y a toujours une limite indépassable du monde simulé. Même si la puissance de calcul, la sophistication des moyens techniques à disposition des développeurs et les immenses ressources financières investies dans les jeux vidéo contemporains ont rendu ces mondes de plus en plus étendus et détaillés, la liberté qu'ils promettent aux joueurs est toujours une liberté conditionnelle, pour ainsi dire. On pourrait d'ailleurs avancer que plus les mondes numériques sont ouverts, ou plus précisément, plus ils nous donnent la sensation de l'ouverture par leur extension, par leur précision de détail, par leur explorabilité créative,
plus ils sont capables de nous enfermer, agissant comme des mondes à part, absolus, au sein desquels on a l'illusion d'être ailleurs. Ceci est d'autant plus vrai pour les soi-disant massively multiplayer online role-playing games, à savoir les jeux vidéo en ligne qui sont joués en même temps par un grand nombre de joueurs. Toute une socialité se forme autour de ce genre de jeu, hein, avec ses propres règles, ses propres rôles, son propre langage, et parfois même avec des possibilités de profit, comme dans les cas des soi-disant gold farmers, c'est-à-dire des joueurs dont l'objectif est d'acquérir de l'or virtuel à échanger contre de l'argent réel. Pardon. Or, comme l'a montré Alexander Galloway, le monde des jeux vidéo, leurs caractéristiques techniques et sociales peuvent servir de paradigme pour analyser d'autres mondes numériques et aussi, à son avis, certaines logiques de la société capitaliste actuelle tout entière. Pour Galloway, nous sommes tous des gold farmers. Quand nous faisons des recherches sur Google ou quand nous partageons des images ou des vidéos sur les réseaux sociaux, dans le sens qu'à l'époque actuelle, je le cite, il est presque impossible de différencier nettement le jeu du travail, le loisir non productif au sein de la sphère du jeu, de l'activité productive au sein de la sphère du travail. Fin de la citation. Le plus paradoxal, dit encore Galloway, c'est que nous sommes des mineurs qui travaillent à titre bénévole, ou plus précisément des mineurs dont les profits sont extraits par les vrais gold farmers, les fournisseurs de services en ligne et surtout les géants du web. En fait, entre le monde numérique des jeux vidéo et le monde numérique des réseaux sociaux et de l'Internet dominé par Google, il y a une autre caractéristique commune qu'il faut souligner. C'est le fait que, comme l'a notamment montré le groupe de recherche italien Hippolyta, les systèmes de tracking et de profiling, et de se dériver aussi comme le sentiment analysis ou le opinion mining, donc les systèmes de tracking et de profiling utilisés par les grandes compagnies du web pour extraire des données du profit à partir de notre activité de jeu ou de travail, hein, pour autant qu'on puisse le séparer, de recherche ou de consommation, créent autour de nous un cocon numérique. Celui-ci, à l'intérieur duquel on se croit libre, est créé par une machine à notre mesure, ou du moins à la mesure que cette machine considère être nôtre. Je cite Hippolyta, le profilage est la promesse de la liberté automatisée, publicité ciblée, étude du sentiment des utilisateurs pour fournir à chacun la publicité personnalisée du produit sur mesure, etc. De même, pour Hippolyta, la métaphore qui décrit au mieux le fonctionnement de Facebook est celle de l'aquarium, puisque la machine, en fait, préside à la création de groupes sociaux non seulement assainis de tout contenu jugé déplaisant, mais aussi homogènes à leur intérieur, composés d'individus qui se ressemblent et qui se reflètent littéralement l'un l'autre, au moins superficiellement pour ce qui concerne leur empreinte numérique telle qu'elle est co-générée et interprétée par la machine elle-même. Ainsi, encore d'après Hippolyta, je cite, « La socialité 2.0 présente des affinités remarquables avec le modèle de société fermée décrit par le libéral Popper lui-même comme l'inverse de la démocratie occidentale. » Fin de la citation. Alors, évidemment, dans une société data-driven comme la nôtre, la mine de données que nous sommes devenus n'est pas seulement une source de profit, mais aussi une source d'information convoitée par les institutions étatiques et policières.
Comme l'a montré Bernard Harcourt, en effet, l'exposition volontaire de nos données en ligne à travers un dispositif presque confessionnel, mais alimenté par nos désirs, par notre quête de plaisir et de jouissance, a changé à jamais la circulation du pouvoir dans les démocraties libérales du capitalisme avancé. Ici, pour Harcourt, nous ne sommes plus tant dans une société de surveillance ou de contrôle que dans une société dominée par la transparence de nos subjectivités numériques, dans une société d'exposition. Je cite, nous vivons aujourd'hui une situation politique et sociale inédite qui transforme radicalement les relations que nous avons les uns avec les autres, avec notre communauté politique et avec nous-mêmes. Une nouvelle transparence virtuelle qui reconfigure de façon spectaculaire les relations de pouvoir au sein de la société, qui redessine notre paysage social et nos possibilités politiques et qui génère une circulation du pouvoir radicalement nouvelle. Comme on l'a dit dans nos séances précédentes, au cours de l'époque industrielle, le processus de branchement des intérieurs domestiques au réseau d'infrastructures a pris la forme d'un envahissement de l'espace privé. Mais comme on vient de le voir, comme on l'a vu, cet envahissement n'était pas seulement matériel. Au XIXe siècle, en effet, les normes de fonctionnement des maisons sont profondément redéfinies par le pouvoir étatique. Les mots d'ordre de cette redéfinition sont bien évidemment d'ordre biopolitique, hygiène et assainissement, circulation de l'air et de la lumière, gestion de la maladie et de la déviance. Eh bien, avec les réseaux numériques, on assiste moins à un nouvel envahissement de la sphère privée, ce qui était encore le cas avec les médias centralisés comme la radio ou la télévision, qu'à son exposition, une exposition volontaire et insouciante parfois, mais aussi en quelque sorte une exposition obligée, puisqu'en ligne, du moins aujourd'hui, il n'y a pas de liberté d'accès sans disclosure. Donc, on avait parlé dans nos séances précédentes de clôture comme liberté. Ici, on est dans le paradigme de disclosure as freedom. La dissémination du dispositif sécuritaire et de contrôle à travers la société tout entière sous une forme automisée et la participation volontaire à celui-ci, d'une certaine façon, s'embrique dans la société d'exposition avec l'éclosion du désir engendré par la consommation capitaliste. En effet, si la consommation est envisagée avec Deleuze et Guattari comme ce qui libère le flux du désir, on voit bien que la logique de la société d'exposition est fortement influencée par la logique perverse de la consommation. Si dans Exposed, le lieu physique qui emblématise le mieux cette société est le shopping mall ou le parc à thème, est-ce qu'il n'y aurait pas imbrication entre consommation et sécurité, vu que dans ces parcs humains, sécurité et consommation se fondent dans un alliage qui les rend en fait inséparables. Un régime néolibéral, en effet, il s'agit de garantir la sécurité de la consommation tout en faisant de la sécurité elle-même un bien de consommation, comme dans les gated communities, dans les resorts touristiques ou dans les développements urbains dont on a longuement parlé au cours des séances précédentes. Eh bien, pour terminer, avant de donner la parole à notre invité, signalons que, comme souvent, la science-fiction avait déjà saisi, avant même que les technologies ne soient inventées, l'enchevêtrement et l'isomorphisme des sécessions urbaines et numériques.
dans le best-seller Snow Crash, paru en 1992, et qui rappelle d'ailleurs un peu, de par sa géographie, Islands in the Net de Bruce Sterling, publié en 1988. Neil Stephenson décrit un futur proche dans lequel la planète n'est plus découpée en États-nations souverains, mais se trouve fragmentée en une multiplicité de petits enclaves privatisés que Stephenson nomme franchise organized quasi-national entities. Celles-ci sont gouvernées par de grandes entreprises privées qui fonctionnent comme des entités para-étatiques puisqu'elles contrôlent la violence et disposent de tous les droits sur leurs habitants. Dans Snow Crash, l'État américain lui-même est devenu une sorte de corporation qui gouverne une série d'enclaves de taille plus ou moins réduite. Et parallèlement à ces enclaves, il existe aussi des burbclaves pour les plus riches, à savoir des gated communities thématiques plus ou moins souveraines avec leur propre police, leurs propres lois et ainsi de suite. Comme on le voit, Neil Stephenson perçoit donc bien dès 1992 la tendance à l'enclavement et à la sécession urbaine privatisée qui prend depuis une ampleur exceptionnelle. Mais le véritable coup de génie de Stephenson dans ce roman, c'est d'avoir mis en relation la sécession urbaine avec la sécession numérique à venir. Il y a l'effet dans ce roman une réalité virtuelle tout à fait semblable à celle des jeux vidéo multijoueurs en ligne, avec ses propres règles de conduite, ses propres logiques et ses propres relations sociales. Faut-il rappeler que pour parler de cet univers virtuel, Stephenson invente dans ses romans le terme de métavers que Mark Zuckerberg reprendra 30 ans plus tard. Il conviendrait d'étudier plus en détail ce type de texte, Cyberpunk, Snow Crash, Neuromancer, Islands in the Net et bien d'autres, qui tous font état d'un isomorphisme entre la logique d'enclavement urbain et la sécession numérique, comme si les deux allaient nécessairement de pair. Mais nous développerons cela dans le livre à venir, car il est grand temps désormais de laisser la parole à notre invité, Bernard. The floor is yours. Merci, Ezio. Merci, Julien. Nommer